Béatrice Derval, une artiste textile aux multiples facettes. La Maison Nature et Patrimoine a proposé une exposition sur le travail de Béatrice Derval du 8 septembre au 5 novembre. Esprit Indigo expose le travail d'une vie, celle de l'artiste peintre et dessinatrice textile Béatrice Derval. Inspirée par les techniques traditionnelles du Japon, Béatrice Derval propose de découvrir le monde des teintures végétales avec plusieurs techniques, de multiples facettes de son travail de création. Cette exposition fut l'occasion de découvrir l'évolution de la carrière artistique de Béatrice Derval, qui a démarré ses études aux arts décoratifs de Nice en 1975. Elle s'est d'abord intéressée au kimono, un vêtement traditionnel japonais. Elle a appris à le tisser, à le peindre et à le décorer. Ses créations sont inspirées de la culture japonaise, mais aussi de la nature et des éléments naturels. La découverte de la couleur végétale. En 2000, Béatrice Derval découvre la couleur végétale. Elle se passionne pour cette pratique ancestrale et apprend à teindre les textiles avec des plantes tinctoriales. Elle se spécialise dans la technique du shibori, qui consiste à créer des motifs en resserrant ou en nouant le tissu avant la teinture. Une artiste engagée dans le partage et la sauvegarde des compétences et l'art et du textile, elle souhaite aussi sensibiliser le public à l'importance de la préservation de l'environnement. L'exposition de Castellane présente une sélection d'œuvres représentatives de son parcours artistique. Ce fut un rendez-vous incontournable pour les amateurs de belles choses, de techniques de création ancestrales et performantes. Une rencontre goûter a été organisée il y a quelques jours avec la présence d'écoliers ainsi que le directeur de l'école primaire. Béatrice a été très heureuse de cette rencontre avec son public toujours curieux d'informations sur les différentes techniques, parfois inconnues du grand public, pour un résultat surprenant et artistiquement remarquable. Un diaporama était aussi présent qui montrait un grand nombre de créations en tissu tout au long de sa carrière dans les métiers du textile. Conclusion. Béatrice Derval est une artiste textile accomplie, qui a su développer un langage artistique unique. Son travail est à la fois esthétique et engagé, et il contribue à faire connaître la richesse de l'art textile. C'est que de la couleur végétale. C'est les petits carrés là? Tout ce que tu as là, c'est que de la couleur végétale. Et là ici, là ici, là ici, là. Et après j'ai fait des collages. Ça c'est des bouts de tissu. Les fonds, ce sont que des tissus. Que tu as coloré. Avec les teintures. Avec les teintures. Et travailler avec les shibori. Ce sont mes chutes. Mais comme je ne jette rien, tu ne peux pas jeter le travail, hein, comme toi quand tu gardes pour les broderies, etc. Donc du coup, j'ai des caisses à la maison avec une couleur jaune, une couleur bleue. Il n'y a que le vert que j'ai pas beaucoup, les rouges. J'ai commencé par celui-là. Et puis après, j'ai acheté un magazine. Oui, qui s'appelle National Geographic. Tu connais ça? Oui. Moi, j'achète jamais ces trucs-là. Et puis il y avait des photos, tu vois. Que tu as mis par-dessus. Alors j'ai découpé toujours les découpages avec les doigts. C'est pas pareil qu'avec les ciseaux. Je fais tout avec les doigts. Donc tu vois, ça donne comme de la dentelle. Oui, alors après le blanc, ça te fait du relief. Voilà, si tu coupes au ciseau, c'est foutu. Ça enlève la qualité graphique en fait du découpage. Et puis du coup, j'ai fait celui-là après. Et puis les trois autres. Tous les motifs, si tu veux, des carrés, ce sont des chutes d'ouvrages que j'ai fait pour le shibori et que j'ai gardé, et puis avec des stagiaires, parce que pendant 20 ans, j'ai enseigné la couleur naturelle. Donc, on était tout le temps en train de teindre, en fait, de ligaturer, de coudre. Donc, c'était intéressant de le mettre en espace comme ça. Ça donne une profondeur, en fait, à l'image. Et là, c'est une partie, tu te souviens, Denise, quand on avait fait l'exposition à la mairie, oui, que j'avais exposé la collection de tissus. Donc là, c'est une partie de la collection. Là, on ne pouvait pas tout mettre en réfléchissant avec Adine. Ça aussi, tu vois, ce magnifique, cette broderie-là, quand tu penses qu'elle vient jusque là, on a réussi à la glisser derrière la porte. Donc elle est vraiment très très grande. Et tout ça c'est cousu à la main par les femmes de Calcutta. Oui, c'est que des broderies ça. Que des broderies, et c'est sur de la soie sauvage. Les paysannes en fait qui font ça, elles gardent des troupeaux et elles s'occupent des rizières parce que la région du Bengale, c'est toujours très arrosé par les pluies. Et donc elles font ça en plus
de leurs activités rurales, hein, de paysannes. Hein. Voilà. Et là, on arrive au travail. J'ai mis un petit peu un déroulé de la couleur végétale. Là, c'est du pliage et on dessine sur le tissu d'abord et on plie le tissu. Juste, on le rabat sur lui-même et on coud pour avoir l'ouverture ici. Tu peux coudre à 1 ou 2 ou 3 mm et ensuite tu tires ton fil pour avoir des fronces. Et après, tu trempes dans le bain de teinture. Donc toi qui es brodeuse, Denise, tu vois le principe? Voilà. Donc si tu veux épaissir ton motif, tu plies et tu couds à la hauteur des hivers. Voilà. Et au moment du froissage, il faut serrer très 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 fort avec des fils extrêmement solides pour pas que ça casse. Parce que quand tu as fait tout le travail et qu'à un moment donné ça casse, tu peux pas aller le retrouver. Parce que ça fait un gros sac de nœuds. Voilà. Après ça tient dans le temps, ça bouge plus. Ah ben là, ça tient. Il faut quand même le mettre à l'abri de la lumière, comme tout textile, même du gratin. Oui. Si tu le mets au soleil. Oui, il va perdre. Voilà. Alors je conseille toujours aux personnes qui font une acquisition de le mettre plein sud, ici. Parce que là, tu es sûr qu'il n'y aura jamais le soleil. Oui. Ici, les murs qui sont les premiers, évidemment, en face, c'est plus compliqué. Voilà. Oui, une protection un peu du soleil qui enlève un peu de la couleur. Voilà, comme tout tissu. C'est normal, tous les tissus, ça vit, c'est une matière qui vit. Alors ça, c'est un travail qui annonce en fait la fin de la couleur naturelle. J'ai fait quelque chose de beaucoup plus libre. Toutes les chutes des broderies que je fais pour les textiles, par exemple comme ça c'est du lissé brodé. Ce sont des techniques françaises qu'on utilisait dans le temps. Tu reviens broder par-dessus. Et ça, ce sont des techniques qu'on utilisait en France dans la broderie. Et ça ne bouge plus. Tu ne peux pas, sur des formes compliquées, retourner le tissu. Tu vois ce que je veux dire? Logiquement, pour broder le poisson, tu ne pourrais pas laisser le tissu apparent comme ça, avec les franges. Donc cette technique de bloquer avec un point, ça ne bouge plus. Voilà. Et après, tu peux rebroder par-dessus. Donc là, c'est la carpe joyeuse. Donc elle fait des bulles, tellement elle est joyeuse. Là, c'est plus en relation avec les filets de pêche dans le fond. Tout le quadrillage, avec encore une autre technique de shibori. Là, tu vois, Denise, là c'est le fil qui est enroulé comme ça et tu tires. Voilà. Donc ça donne encore un autre dessin, un autre relief. Et là, ce sont les gros poissons, comme les carpes, qui pensent qu'elles aimeraient bien des dauphins, en fait, pour pouvoir être un peu plus joyeuses que d'être enfermées dans les filets. Les dauphins, ils peuvent sortir, sauf des fois quand ils se font piéger. Voilà, là, ils s'amusent avec les ballons. Et le fond, il est intéressant aussi. C'est une matière qui pousse sur nos bords de mer. Ça s'appelle l'orcanette. Donc c'est une petite fleur jaune. Et ce sont les racines en fait qui donnent cette teinte violette qui est totalement naturelle. Là, c'est pas un mélange d'indigo avec de la cochenille. Oui, là, c'est la couleur naturelle voilà, de base. De la racine. Exactement. Comme la garance, où on utilise le rouge pour avoir le rouge garance. Et comme il n'y avait pas à l'époque de la couleur naturelle des chartes, des lois qui interdisaient les cueillettes ou on devait les maîtriser, maintenant il y a des chartes internationales qui oblige les usagers à se référer aux lois qui sont dispensées dans le monde, dans chaque pays. Chaque pays doit respecter ses règles. Et l'orcanette fait partie des plantes qui sont finies de cueillir. Voilà. C'est réglementé, quoi. C'est réglementé. Et donc, pour revenir aux histoires de broderie,
comme les fonds là, où j'ai jeté sur le travail, c'est des fils de soie que je teins moi-même avec de la couleur naturelle, mais je ne le jette pas. Ça me paraît... Oui, tu les gardes, oui. Ben, les morceaux, j'arrive pas à les jeter à la poubelle, donc je les garde. Alors, et puis un jour, j'étais en train de travailler ça, et j'ai commencé à jeter les morceaux, les chutes. Et, voilà. Et ça a donné ça. Et ça, qu'est-ce que c'est à votre avis ça? C'est quelque chose de séché, non? Ouais, c'est une feuille. Ah, oui, une feuille de plante séchée que j'ai ramassée par terre, chez moi, dans le jardin. Et puis on dirait une lune. Hein? Un peu, oui. Ça ressemble un peu à une naine qui nous fait coucou. Voilà. Et ça, c'est des petits personnages. C'est des découpes, ça, ouais. Une sorte de dessin. Dessous, presque on dirait un personnage. Une chorégraphie, comme une écriture en fait, hein, comme une danse. Mais c'est beaucoup plus, justement en comparaison avec le travail du shibori qui t'oblige à rentrer dans une rigueur. Hein. Là, j'ai eu besoin de lâcher. Voilà. Là, d'être plus libre. C'est plus artistique. Plus libre, beaucoup plus libre. Voilà. Là, c'est l'imagination qui rentre en action. Voilà, qui est prioritaire. Et ça m'a fait du bien de faire une série comme ça. Là aussi, il faut que ça soit dessiné à main. Voilà, tout est dessiné. Donc là, je rends hommage à l'églantier qui pousse dans nos régions de montagne, hein, ce magnifique petit fruit, le cynorredon, qui est bourré de vitamines, cette petite gourde là, qui donne de la vitamine aux oiseaux. La confiture d'églantier, c'est bon. Hein. C'est délicieux. Et puis ça permet aux oiseaux l'hiver, puisque ça commence à être vraiment bien quand il a gelé, que la gourde elle se rabougrit un peu, elle se froisse sur elle-même. Donc je rends hommage à cette magnifique... c'est une ronce hein, en quelque sorte. Hein. Si tu veux pas les ramasser, les graines, tu vas chercher un âne. Hein. Oui. Ils le mangent, bien sûr. C'est leur gourmandise ça. Alors là, si on se rapproche un peu, une fois que tout est dessiné, on fronce. Et donc ça fait vraiment un sac de nœuds là, assez conséquent. C'est la première fois que je fais un ouvrage aussi conséquent. Et on voit les fronces qui se répartissent tout le long de la tige. Et j'ai fait pour chaque panneau, je crois que j'ai commencé par 3 ou 4 bains d'indigo. Après, j'ai fait un bain de fer, la rouille pour avoir les noirs. Vous voyez les noirs là? Voilà. Donc c'est intéressant parce qu'ils se dispersent chacun comme il veut, pas comme je veux. Ce qui se passe dans la cuve, ça ne nous appartient pas. C'est le système de l'eau qui décide de comment ça va se diffuser. Et c'est ça que je trouve vraiment merveilleux. Parce qu'il y a un côté magique, tu donnes une intention, mais jusqu'au bout, tu ne sais pas ce que ça va donner. Oui, tu ne maîtrises pas tout jusqu'à la fin. Quoi. Ah, mais tu ne maîtrises rien, sauf l'intention que tu donnes au début, qui doit être très très rigoureuse. Oui, il faut être très précis au départ. Très très précis. Pour un résultat conséquent. Mais qui n'est pas maîtrisé à 100%. Complètement, voilà. Il y a toujours une part de magie. De hasard ou de magie. Voilà, c'est ça. Et donc, je reviens 4 bains d'indigo, ensuite la rouille. Ensuite, on met dans une plante tannique pour virer dans les noirs. Donc là, j'ai utilisé la gale du chêne. La gale du chêne qui donne un très beau noir. Et ensuite, j'ai mis du rouge. Est-ce que vous le voyez, les amis? Maintenant que je vous l'ai dit, si tu regardes bien, il y a du rouge. J'ai mis de la... Ben, on voit que le noir, il change un peu de couleur. Chose, voilà. Comme là, au coin. C'est ça. Et là, si tu regardes bien, comme c'est un peu plus éclairé, tu vois qu'il y a du rouge. Ouais. Donc, après le rouge, j'ai recommencé à faire 3 bains d'indigo. Donc, en tout, ça fait 4 et 3, 7, 8, 9, entre 9 et 10 bains de teinture pour chaque... Différent. Voilà. Et quand je l'ai ouvert, l'émotion a été très très vive. Ouais, c'est très visuel quand même. Ouais. Bon, il y a tous ces aspects
différents sur la toile. Chacun fait un dessin un peu différent par rapport au dessin central. C'est sympathique. Toute cette équipe très chaleureuse et très accueillante lors d'une exposition. Au lieu de faire un vernissage de démarrage d'expo, là ça serait plutôt un goûter de décrochage d'exposition. Même si l'exposition se termine le 5 novembre, elle continue donc encore quelques jours. Et il est arrivé plusieurs personnes et entre autres j'ai fait la connaissance du directeur de l'école de Castellane. Voilà, donc qui s'occupe des enfants jusqu'au cours moyen et cours moyen 2. Et moi, dans l'enjeu de cette exposition, j'aurais aimé faire un projet pédagogique avec les écoles, justement, mais peut-être pas avec les plus petits. Il y avait avec Adeline Rançon, on avait projeté de faire un atelier indigo avec les techniques Shibori, mais surtout aussi avec l'enjeu de mes 40 ans de carrière où j'ai été dessinatrice textile pendant une trentaine d'années et que je me suis empoisonnée avec des produits hautement toxiques à base de cadmium et de plomb. Et les rebondissements d'une situation qui pourrait sembler être un échec, finalement quand on accepte de changer de cap dans la vie, c'est toujours très intéressant de se dire que c'est possible. Et j'aurais aimé transmettre cette expérience pour des enfants qui ont 10-11 ans et qui vont rentrer dans la vie active demain ou après-demain, le temps passe tellement vite, et qui vont se heurter à notre époque où la terre est saturée de plastique, est saturée de tellement de produits toxiques et qui empoisonnent tout le monde, autant l'atmosphère que ce qu'il y a dans nos assiettes et dans les océans. Et voilà, donc il y avait cette idée de... donc nous en avons échangé avec monsieur le directeur de l'école. Et voilà, et le rebondissement final pour les teintures naturelles, puisque finalement, après l'empoisonnement, je me suis intéressée aux textiles du monde, ce que j'expose ici, les textiles du Japon, des techniques du Shibori, les textiles du sud-ouest de la Chine, le Yunnan et le Guizhou, Nord-Vietnam, où ils travaillent encore, là c'est une autre technique, c'est avec des stylets de bois et la technique du batik, de la cire, et ensuite des teintures. Ça c'est encore les techniques Shibori japonaises, des fragments de tissu que j'ai voulu mettre en scène. Oui, là il n'y a aucun produit chimique, c'est tout naturel. Voilà. C'est du travail, de la technique et des produits naturels. Naturels, voilà, c'est ça. Mais qui ne sont pas aussi sans danger, puisque oui, il faut faire quand même attention. De la chaux, on va se servir du sulfate de fer. Mais tout ça, c'est pas anodin. Il faudra prendre des précautions, bien sûr. Voilà, mais c'est quand même moins anodin que moins nocif que les produits chimiques. Que le cadmium et le plomb, quand vous assimilez, enfin vous absorbez pendant 30 ans de vie professionnelle du cadmium et du plomb dans l'organisme, c'est très difficile de surmonter, oui. Après. Non, surtout d'éliminer. Il n'y a que les algues. Alors je suis une grande dévoreuse d'algues, j'adore les algues.